Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre webinaire Performa, donc spécial commission des titres d'ingénieurs. Merci pour votre présence sur Google Meet pour nous permettre un échange, voilà, un partage direct avec les présentateurs et les participants. J'ai le plaisir aujourd'hui bien d'accueillir Solange Pizars. Bonjour Solange, donc de la commission des titres d'ingénieur, et également Emmanuel Natchitz. Bonjour Emmanuel, donc de l'ESITC Paris. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou ceux qui seraient curieux ou ceux qui penseraient connaître mais ne sachant pas totalement tout sur la commission des titres d'ingénieur. L'objectif est de pouvoir vous faire une présentation en bref de cet acteur incontournable, effectivement, dans l'enseignement supérieur et de la recherche, et surtout vous présenter ces différentes missions, ses différents rôles à l'échelle nationale et internationale, et pouvoir présenter toute l'actualité qui se présente et qui occupe beaucoup Solange depuis quelques semaines et les semaines à venir également. Donc on vous propose cet échange pendant 1 heure, donc une présentation, un retour terrain de la part d'Emmanuel Natchitz, qui est donc expert CTI. Il vous présentera les principes de l'évaluation, à la fois sa vision en tant qu'évaluateur CTI, mais aussi sa vision en tant qu'établissement qui est lui-même évalué lors des déplacements des experts. Et donc un passage par vous pour avoir vos retours, vos questions. Pour démarrer donc ce webinaire, je vais vous demander, pour faciliter le déroulement, le déroulé du webinaire, de couper vos micros, d'activer ou non vos caméras comme vous le souhaitez. Et si vous souhaitez intervenir, poser vos questions, vous avez donc le chat qui est à votre disposition, et si vous souhaitez véritablement prendre la parole, je vous inviterai à lever la main pour être invité à prendre la suite. Simplement pour poser le cadre, aujourd'hui on se retrouve donc au sein de la communauté Performa, donc la communauté des savoirs au service de l'humain et du vivant, donc qui regroupe un ensemble d'acteurs professionnels du monde de la formation, qui travaillent sur 5 grandes thématiques. Et aujourd'hui, la thématique qui est mise en avant, c'est celle de la réglementation et notamment de la qualité de la formation. Donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas beaucoup, donc nous sommes une communauté d'acteurs engagés pour la reconnaissance de la qualité des dispositifs de formation. Nous sommes engagés pour accompagner au mieux effectivement les bénéficiaires de la formation, à la fois dans leur parcours mais aussi dans leur trajectoire professionnelle, et donc avec l'ensemble des référents spécialistes de la communauté. Nous vous proposons régulièrement des webinaires et des événements pour vous faire rencontrer tout votre écosystème et partager des réflexions sur les thématiques qui sont prégnantes pour nos activités diverses. Sans attendre, nous allons démarrer donc les thématiques suivantes au cours de cette heure. Donc une présentation de la CTI, comme je vous le disais, donc ses missions, son expertise, son positionnement, et donc le retour terrain de notre expert et aussi référent spécialiste pour la communauté, donc Emmanuel Natchitz. Alors, je vais vous laisser la parole, Solange et Emmanuel, pour que vous puissiez vous présenter de part et d'autre, et puis nous allons démarrer. Merci beaucoup Elodie, merci aussi pour l'organisation de ce webinaire. C'est un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci à tous d'avoir pris un petit peu de temps pour
participer à ce moment. Donc l'idée, c'est bien d'échanger, d'en savoir plus et peut-être d'éveiller la curiosité sur ce que fait la CTI. Je suis donc Solange Pizarre, je suis directrice exécutive de la commission des titres d'ingénieur. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Emmanuel? Donc, je suis Emmanuel Natchis, donc je suis directeur du développement d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESITC Paris. Donc, mon rôle est d'aider le lien entre l'école et le reste du monde, les associations professionnelles, et les entreprises, etc. Et donc, au sein de la CTI, je suis expert depuis, c'est mon deuxième mandat. Et dans la qualification d'expert, en fait, on participe aux audits et effectivement, c'est nous, à travers une équipe, qui faisons une évaluation de ce qui est proposé par les écoles. Et on en reviendra dessus tout à l'heure. Voilà, on cherche les corrélations avec ce qu'on appelle le R et O que va présenter Solange après. Voilà, c'est notre rôle. Merci beaucoup. Eh bien, c'est parti, découvrons, réapprenons, soyons inspirés. Exactement. La première chose, c'est commission des titres d'ingénieur. Peut-être que vous savez très bien ce que c'est. Peut-être que vous ne connaissez pas du tout. Peut-être aussi que vous avez des représentations, des idées sur ce que c'est et qui ne sont pas forcément en adéquation avec les réalités de la CTI. Donc, ce que je vous propose, c'est simplement d'envoyer dans le chat ou si vous le souhaitez même d'échanger directement en sollicitant la prise de parole. CTI, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la commission des titres d'ingénieur? Je vous laisse quelques minutes et on en discute. S'il y a des volontaires pour échanger en direct, avec plaisir. Déjà, on a facilité, on a expliqué l'acronyme. Voilà, on a déjà facilité CTI, commission. Si vous savez déjà tout, on va aller très très vite. Donc l'idée, c'est aussi de mesurer d'où on part, ce dont vous avez besoin. Et je ne sais pas s'il y a une grande timidité. Oh, c'est possible. En train de digérer, mais je me sens très seule là. N'ayez pas peur, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. L'idée, c'est vraiment ça, de partir de ce que vous avez comme idée sur ce que représente la commission des titres d'ingénieur. Ou alors, c'est rien du tout. Blanc total? Il y a quand même du monde en ligne, donc au moins un mot par personne. Voilà. Hervé Ribaud, je vous en prie. Moi, je me lance. Vous m'entendez bien? Parfait. Oui. Bon, moi, je participe à ce webinaire parce que je vais être auditeur CTI. J'ai participé à la formation, c'était en septembre, si je me souviens bien. Donc, ça m'intéresse de mieux connaître la CTI petit à petit pour être aussi capable de faire des audits les plus robustes possibles. Donc, du coup, la CTI, je pense que va être garante d'une certaine cohérence des programmes des écoles par rapport à différents enjeux, différentes problématiques. Ça permet aussi d'avoir une reconnaissance, on parle de considération ici, une reconnaissance du diplôme. Je pense que c'est très important également pour les élèves et puis aussi pour l'école, parce que délivrer en fait un diplôme reconnu par la CTI, c'est quand même un gage de qualité. C'est intéressant ce que vous mentionnez, merci beaucoup, parce qu'à travers votre intervention, on a plusieurs notions clés qui apparaissent. La notion de garant, la notion de cohérence, différents enjeux, mais surtout aussi différentes parties prenantes. Vous avez mentionné les écoles, vous avez mentionné les étudiants et puis l'agence en tant que telle. Et on est bien là dans cet écosystème. Un écosystème, on n'est pas tout seul dans notre coin, on ne vient pas de façon arbitraire ou autoritaire prendre une décision, mais on est bien en échange permanent avec les parties prenantes dans l'objectif de garantir la qualité, dans l'objectif d'assurer cette cohérence que vous évoquez. Les enjeux sont nombreux, on va y venir tout à l'heure.
Donc, on est bien dans cette logique-là. Je regardais un petit peu aussi sur le chat. Un organe de régulation, ça, c'est une bonne question. C'est pas l'objectif premier de la commission des titres d'ingénieur, mais peut-être qu'à travers la garantie de la qualité et la cohérence de nos écoles, les enjeux de reconnaissance aussi qui ont été évoqués, in fine, de façon indirecte, on arrive à une forme de régulation. On pourra en discuter. C'est une question qui se pose régulièrement. Et quant à la notion d'accréditation, là, il va falloir tout de suite qu'on fasse la distinction entre l'évaluation, donc qui est faite par la CTI, et l'accréditation, qui est le pouvoir qui appartient à l'État, et en l'occurrence au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Donc voilà, déjà, vous voyez qu'à travers une question qui paraît anodine, que vous évoque la CTI, qu'est-ce que la CTI, on touche à des notions qui ne sont pas évidentes et qui renvoient à différentes réalités. L'évaluation, la garantie de la qualité, l'accréditation, la régulation, et en tout état de cause, on touche aux politiques publiques dans le domaine de l'enseignement supérieur et à un paysage qui est très riche, avec de nombreux acteurs et des enjeux qui sont parfois antagonistes. Et on est au milieu, et on joue les équilibristes. Alors, je vous propose qu'on rentre un peu dans le détail. Donc, si on revient sur ces différentes notions, donc l'agence, la commission des titres d'ingénieur est une agence. Alors, une agence d'assurance qualité européenne. On est bien là, ça a été dit, hein, pour garantir la qualité. Pourquoi européenne et pas française? Puisque on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais l'action de la CTI, elle est à la fois nationale et internationale, et surtout, elle s'inscrit dans le cadre des principes européens. C'est une agence qui est ancienne, elle a été créée en 1934, donc vous voyez qu'elle n'est pas toute jeune, et on lui souhaite une longue vie. Elle est toute petite en termes de fonctionnement, mais elle a une charge de travail importante avec une centaine d'évaluations par an, et ces évaluations sont réalisées par 32 membres et en étroite coordination avec les équipes d'experts. Donc Emmanuel est expert, Hervé également. Donc ça vous donne une idée. 32 membres, alors 32 membres, c'est très important ça. 32 membres qui viennent pour moitié de la sphère académique et pour l'autre moitié des milieux socio-économiques. Ce sont eux qui assurent la gouvernance de la CTI. Au-delà de ça, ce sont eux aussi qui sont présidents de comité, donc qui mènent toutes les évaluations. À leur côté, travaillent donc des experts, puisqu'on s'appuie sur des pairs qui vont réaliser toutes les évaluations, et donc toutes les écoles d'ingénieurs, qu'elles soient publiques ou privées, puisque si on regarde les caractéristiques de la CTI, c'est l'équité entre toutes les formes d'écoles, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur structure, que l'on soit à Paris, à Lyon ou à Marseille, ça ne change rien. C'est également, donc je le disais, une agence qui a une certaine expérience. Elle est âgée, elle s'est adaptée au fur et à mesure, mais malgré tout, ça permet de bâtir une connaissance du système et une adaptation à ce système qui est en changement permanent. Sa structure paritaire, on vient d'en discuter avec les 32 membres qui viennent à la fois du monde académique et du monde socio-économique. Et on insiste donc sur ces missions d'évaluation, d'indépendance, de garantie de la qualité. Je le disais, à la fois nationale et européenne, puisque la notion même d'agence d'assurance qualité est prévue non pas dans le cadre français, mais bien dans un cadre européen. Alors, je ne vais pas faire la liste de toutes les déclarations interministérielles du processus de Bologne, parce que ce serait un petit peu long, et ça peut peut-être donner même lieu à un webinaire en soi. Quoi qu'il en soit, je voulais juste revenir sur quelques déclarations importantes, donc celle de Berlin en 2003, donc ça paraît très proche, et en même temps, c'est déjà ancien. Cette déclaration interministérielle dans le cadre du processus de Bologne prévoyait l'obligation pour les États, à partir de 2005, de prévoir des systèmes d'assurance qualité avec de l'évaluation, de l'accréditation et des mécanismes de coopération internationale. Donc la France était déjà en avance puisque la CTI existait depuis un petit moment, l'AERES puis le HCRS également, donc ici rien de crucial côté français, mais ce qui était important, c'est de faire reconnaître ces agences au niveau européen et de les inscrire, de les conforter dans ce cadre européen. Si ce sera fait par la suite, mais en tout cas, si on regarde
le processus de Bologne et sa continuité. 2 ans après, donc là, ça devient très rapide, de 2003 à 2005, la déclaration de Bergen. Et là, on a la création d'un registre européen des agences d'assurance qualité. La CTI est bien évidemment inscrite et les ESG, European Standard and Guidelines. Et ça, si vous ne les connaissez pas, je vous invite vraiment à en prendre connaissance et à les avoir sur votre table de chevet, puisque les ESG définissent des principes qui s'appliquent aux établissements en premier, puisque ce sont eux les garants de l'assurance qualité avant même les agences. Donc les établissements dans un premier temps, les agences dans un second temps, donc les ESG s'appliquent aux agences et ensuite elles définissent des mécanismes d'évaluation pour les agences, c'est-à-dire que nous sommes évalués en tant qu'agence au travers des ESG, de la même manière que nous utilisons les ESG pour évaluer les établissements. C'est un peu un système de poupée russe. On vient nous évaluer en tant qu'agence pour vérifier notre inscription au registre. Nous-mêmes, nous venons évaluer les établissements pour vérifier que tout se passe bien dans cet écosystème. Et les établissements eux-mêmes doivent avoir des mécanismes d'assurance qualité interne. Le tout fondé sur les ESG. Donc ça, c'est vraiment une légitimité européenne, cette inscription au registre et cette évaluation par nos pairs garantit un fonctionnement européen de la CTI. Le Code de l'éducation et la loi préservent également les missions de la CTI. La CTI est obligatoirement consultée sur toutes les questions relatives au titre d'ingénieur. Et enfin, une spécificité, une légitimité métier, puisque la CTI est l'une des seules agences à avoir uniquement pour mission, pour périmètre, les diplômes d'ingénieurs, les écoles d'ingénieurs. Donc, on s'occupe des spécificités du titre. Et comme vous le savez, en France, c'est assez particulier puisqu'il n'y a pas d'ordre des ingénieurs et que le titre d'ingénieur embrasse en lui-même le master plus le titre avec des compétences particulières attendues de la part des ingénieurs à la suite de leur cursus dans nos différentes écoles. Et c'est pour ça que justement dans les référentiels, dans le référentiel de certification d'un titre d'ingénieur, on va retrouver des compétences bien spécifiques. En tout cas, dans les unités d'enseignement, on verra dans les référentiels de formation plus en détail des compétences liées à des savoirs hautement spécialisés qui sont véritablement cohérents à chaque titre, peu importe le secteur d'activité. Mais disons que c'est une base fondamentale sur lesquelles les formations d'ingénieurs doivent se reposer. On abordera tout à l'heure la question de France Compétences, effectivement l'inscription de droit de tout titre d'ingénieur, mais c'est important de comprendre bien les spécificités qui encadrent justement la formation au devenir d'ingénieur des candidats, malgré, comme vous le disiez, voilà, cette absence d'ordre. Les missions. Si on regarde un petit peu plus en détail ce que fait la CTI de façon concrète, parce qu'on a dit une agence d'assurance qualité, une légitimité européenne de l'évaluation, mais donc ça veut dire quoi concrètement ? Première mission, donc l'évaluation. Cette évaluation, elle est réalisée dans un objectif d'accréditation, encore une fois, accréditation qui est décidée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. L'évaluation, elle peut être réalisée en France, donc je le disais au démarrage, toutes les écoles d'ingénieurs, quelle que soit leur forme, quel que soit leur lieu, quelle que soit leur structure. À l'étranger, la CTI peut être sollicitée pour évaluer sur demande. Donc, on a des établissements du monde entier, que ce soit en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, qui demandent à être évalués par la CTI, puisque c'est un gage, encore une fois, de légitimité, de reconnaissance et de qualité pour ces établissements. Et donc, on va aller regarder les formations et surtout l'école dans laquelle se déroule la formation, puisqu'une formation ne peut pas se dérouler comme ça toute seule sans avoir autour tout un environnement qui lui permet de se réaliser. En France, petite spécificité, donc évaluation
des écoles d'ingénieurs et de leur formation. Et donc, à travers leur formation, c'est à la fois la formation d'ingénieurs qui mène au titre d'ingénieur, mais c'est aussi le BSI, donc le bachelor, qui est délivré par les écoles d'ingénieurs, donc une formation de niveau Bac plus 3, qui est vraiment spécifique en sciences et ingénierie, encore une fois délivrée dans les écoles d'ingénieurs, qui n'a pas forcément vocation et qui n'a pas vocation à constituer une passerelle vers la formation d'ingénieur, mais qui est bien une formation courte, professionnalisante. On peut comparer ça, par exemple, à des métiers qui correspondent à des métiers de technicien dans l'environnement sciences et ingénierie. Donc ça, c'est la mission première et c'est celle qui nous occupe à plein temps à travers cette mission où on en réalise d'autres dans le même temps. La première, elle est en rouge et c'est la délivrance de labels. Alors, à partir du moment où une école est évaluée en France, elle est évaluée non seulement au regard du référentiel de la CTI, mais également au regard du référentiel EURACE pour obtenir le label EURACE. Donc là, c'est NA2E, l'organisme qui délivre ce label. Et donc aujourd'hui, toutes nos écoles d'ingénieurs ont à la fois une évaluation CTI et un label EURACE. Maintenant, on peut être amené à délivrer d'autres types de labels sur demande. Donc là, il n'y a plus de systématisation, mais on est bien sur demande. Premier label possible, Sequint. Donc, Sequint concerne l'excellence de l'internationalisation des formations. Donc, un établissement peut toquer à la porte, français ou étranger d'ailleurs, et nous dire, moi j'ai une formation qui est particulièrement axée sur l'international. Je souhaite qu'elle bénéficie du label Sequint. Est-ce que vous pouvez nous évaluer dans ce sens? Et donc, on y va et on applique le référentiel dédié Sequint. Troisième type de label qui n'est pas encore indiqué parce qu'il va démarrer dans quelques semaines, et vous en avez peut-être entendu parler, c'est le European Degree Label. Donc là, c'est une initiative de la Commission européenne qui a souhaité intervenir dans le champ de l'enseignement supérieur et proposer un label pour les diplômes conjoints et s'assurer que l'européanéité est illustrée dans ces diplômes. Donc la CTI délivrera également ce label aux établissements qui en feront la demande. Donc là, on est à nouveau pas sur un caractère systématique, mais bien à la demande. Comme vous pouvez bien l'imaginer, à partir du moment où on va dans les établissements à leur demande ou de façon systématique, il y a des mécanismes qui sont induits. Ces mécanismes, dans l'établissement, c'est le renforcement de l'assurance qualité et le développement de l'amélioration continue. Donc, on est bien dans une mission de diffusion de la culture de l'amélioration continue et de l'assurance qualité. Ça, c'est un effet qui est induit dans les écoles d'ingénieurs, mais on a également ce que vous évoquiez dans vos interventions au démarrage, le façonnage ou le renforcement de la cohérence vers la définition d'un profil générique de l'ingénieur. Donc là, on est plus dans une mission d'effet de sortie des écoles où on voit une convergence dans ce que recouvre le métier d'ingénieur. En tant qu'agence d'assurance qualité et en tant qu'organe d'évaluation nationale et européen, les missions de la CTI que vous voyez sur le bas de la slide concernent aussi donc ces réseaux européens. Bien évidemment, nous nous rencontrons avec nos collègues des autres agences. Nous travaillons également sur l'ensemble des groupes de travail dans le domaine international, que ce soit le processus de Bologne, que ce soit la Commission européenne, que ce soit les réseaux multilatéraux ou bilatéraux. Et donc la CTI est amenée à jouer aussi un rôle moteur dans le système européen d'assurance qualité. Je vous donne un exemple tout bête. On est la CTI est co-chair du groupe assurance qualité dans le cadre du processus de Bologne. Donc, le processus de Bologne, c'est vraiment un processus avec beaucoup de comitologie. Un des groupes est dédié à l'assurance qualité et on le pilote. Donc, vous voyez bien que cette action, les missions de la CTI se déclinent de façon mission proximité vis-à-vis des établissements. On va sur le terrain, au plus près des terrains, on accompagne les établissements, donc une relation de proximité, mais aussi une relation de construction des mécanismes européens, que ce soit des mécanismes politiques, que ce soit des mécanismes beaucoup plus concrets, par exemple, comme des labels. Pour revenir sur la notion
d'évaluation, on entend effectivement le terme évaluation Oui, dans différents secteurs. effectivement. Lorsqu'on parle voilà, d'évaluation au sens de la CTI, comment la CTI entend ce terme pour être sûr d'être sur le même niveau de définition? Effectivement, c'est une bonne question. Donc, l'évaluation, c'est la réalisation d'un diagnostic. Imaginez qu'on prend une photo. On vient regarder ce qui se passe à un instant T dans une école. Il ne s'agit pas d'imaginer ce que sera l'école dans 10 ans. Il ne s'agit pas de regarder par le passé ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait. Certes, on regarde une trajectoire, on regarde où l'école est partie et puis quels sont ses objectifs vers le futur. Mais la photo qui est prise au moment de l'évaluation, c'est adapter. Qu'est-ce que l'établissement démontre? Quels sont les objectifs de l'établissement? Comment se présente-t-il? Et l'objectif de la CTI, c'est d'arriver à avoir une image la plus objective possible de cette situation. Donc, c'est pour ça que l'idée de la photo, elle est assez parlante. On a bien quelqu'un d'extérieur, oubliez le selfie, mais quelqu'un d'extérieur qui vient prendre une photo et qui montre la photo à l'école, en disant voilà ce qu'on a vu, est-ce que cette photo, est-ce que c'est bien le reflet de votre école? Et ce qui est intéressant, si on regarde maintenant comment on arrive à ça, c'est la slide qui est à l'écran. C'est bien l'application de la méthodologie européenne. La CTI n'invente pas des méthodes exprès pour venir embêter les écoles. On a donc ce qu'on disait, les ESG, les European Standards and Guidelines, qui nous imposent un cheminement, un processus avec différentes étapes. Vous voyez les étapes clés à l'écran. La première étape, c'est l'auto-évaluation par l'établissement. Et rappelez-vous, au tout début, on évoquait le fait que l'établissement est garant de l'assurance qualité. C'est lui qui a la responsabilité première de l'assurance qualité. Donc, c'est normal qu'avant de prendre la photo, on lui demande si on peut. Et donc, c'est bien ça le travail d'auto-évaluation. C'est l'établissement qui fait une sorte d'introspection, qui vient voir comment il fonctionne et va produire un rapport le plus loyal possible. Ce n'est pas la peine de chercher à se montrer plus beau que ce qu'on est en réalité. C'est bien un travail aussi collectif. S'il n'y a qu'une seule personne qui rédige le rapport d'auto-évaluation, voir si ce rapport est rédigé complètement, soit par ChatGPT, soit par un cabinet externe tout seul, ça va se voir assez vite. Le travail d'auto-évaluation, c'est un travail collégial au sein de l'établissement. C'est un moment essentiel qui permet un petit peu de se poser et de se dire, OK, on nous demande ce qu'on fait, on nous demande de prouver comment on le fait. Alors, est-ce qu'on est capable de l'exprimer? Et on a tous l'habitude dans nos fonctions, dans nos métiers, d'être à fond les manettes et de produire ce qui est attendu, mais on n'a pas forcément le temps de se poser et de réfléchir sur la façon dont on le fait. C'est l'objectif de l'auto-évaluation et c'est pour ça qu'elle est fondamentale. Mais ce n'est pas tout une auto-évaluation. Il faut bien à un moment aller regarder ce qui se passe. Et c'est une visite sur site, donc il ne s'agit pas d'aller inspecter, il ne s'agit pas d'essayer de coincer l'établissement, ce n'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est confronter ce qu'il y a dans le rapport, comprendre ce qu'il y a dans le rapport, analyser ce qu'il y a dans le rapport avec ce qu'on voit sur place, échanger avec les vrais gens qui font l'établissement et pas uniquement les écrits, pouvoir avoir la chance de poser des questions aux étudiants, aux enseignants, au personnel administratif, aux partenaires et se faire une idée plus nette, passer voilà, c'est vraiment, si on prend un petit peu la métaphore de la photo, c'est vraiment rendre la photo de moins en moins floue et arriver à quelque chose de plus en plus précis. À partir de cette visite sur site, le comité d'experts, donc on a évoqué à plusieurs reprises ces experts, donc on va avoir dans le comité 1 ou 2 membres de la CTI, donc qui président le comité, et des experts. Ces experts représentent le monde académique, le monde socio-économique. On a également des experts étrangers et des experts étudiants. Ils sont sélectionnés, ils sont formés, donc la formation est obligatoire pour pouvoir ensuite aller en mission. Ils sont choisis pour leurs compétences et on veille également à ce qu'il y ait évidemment aucun lien d'intérêt ou de conflit d'intérêt entre l'expert qui va évaluer et l'école dans laquelle il va faire sa mission. Donc, on est bien à nouveau sur ce principe d'indépendance. Ces analyses par le comité vont donner lieu à la rédaction d'un rapport d'évaluation. Donc, ce n'est pas la CTI qui rédige le rapport, ce sont bien les experts. Et c'est un travail en soi que de rédiger un rapport. À nouveau, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est bien nos experts qui prennent la plume.
Et dans un souci de transparence et également de respect des principes européens, ces rapports d'évaluation sont publiés. Donc, vous les trouvez sur le site internet de la CTI. Ils sont tous publiés, qu'ils soient gentils, méchants, pas agréables, ils sont publiés. Vous les trouvez également sur le site du registre européen, donc ECAR, que j'évoquais tout à l'heure, qui publie tous les rapports et toutes les décisions de toutes les agences européennes qui sont enregistrées par ECAR. Donc là, ça vous donne un peu un aperçu de la façon dont on fonctionne. Emmanuel, est-ce que tu veux donner ton retour, le vécu de l'intérieur? En fait, comme tu disais, on est jugé partie dans le sens où on est tous audités dans nos écoles. Donc, de toute façon, on subit d'une façon ou d'une autre le système de la CTI. Et donc, la principale qualité, à mon avis, pour l'expertise, c'est justement de confronter le modèle qu'on connaît souvent très bien, qui est le modèle de nos écoles, que ce soit public, privé. Moi, je suis dans une école privée, mais on connaît très bien nos modèles et on ne connaît pas forcément les modèles des autres. Et donc, en fait, quand on lit l'auto-évaluation d'un établissement, c'est aussi un moyen de se re-questionner et de questionner ce que l'on croyait être une évidence pour nous, qui n'est pas forcément évident pour les autres. Et ce rôle, c'est ce rôle-là qui est extrêmement intéressant quand on est expert, c'est qu'en fait, il y a des choses qu'on croit évidentes dans nos systèmes parce qu'en fait, c'est notre quotidien. Et on s'aperçoit que sur la même base, c'est ce qu'on appelle le REO, c'est-à-dire qu'on a une grille d'évaluation, pour faire simple, on suit un standard qui est proposé, et que ce standard, il est comme toute lecture, il est soumis à analyse, il est soumis à évaluation, il est soumis au fait qu'on doit l'assimiler par rapport à son propre référentiel. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est ça, je pense, qui est intéressant dans le rôle de l'expert, c'est de se dire, nous, on a lu de telle façon dans notre établissement tel ou tel article du REO, et en fait, on s'aperçoit qu'en face, ils n'ont pas forcément lu de la même façon. Et personne n'a raison et personne n'a tort. La question n'est pas là. La question est comment est-ce qu'il est interprété et comment cette interprétation va servir l'amélioration continue du système éducatif dans lequel on s'insère par le diagnostic. Et donc, en fait, c'est un jeu, c'est un échange, et c'est cet échange qui est extrêmement important. Comme le disait Solange, en fait, nous, on arrive à un instant T, on a une photo qui est faite. Alors, comme toutes les photos, elle va être la plus embellie possible. Évidemment, on a tous envie de montrer le meilleur côté de nos établissements. Et à nous, en tant qu'experts, de regarder si effectivement, c'est juste un jeu de lumière qui fait que c'est très joli ou si c'est une réalité. Et c'est là où le rapport est intéressant. Et quand on commence à le faire, quand on commence à le discuter, parce que c'est, comme le disait Solange, l'auto-évaluation est faite à plusieurs mains, mais le rapport d'évaluation est aussi écrit à plusieurs mains. Chacun s'intéressant principalement, ses us et coutumes par rapport à son habitude de travail. Effectivement, ceux qui sont plutôt dans la pédagogie vont s'occuper plutôt des aspects pédagogiques, les élèves plutôt des parties étudiantes, les relations internationales, donc les experts internationaux plutôt des relations internationales. Donc on est quand même un peu dans nos champs de compétences et dans la zone de confort, mais en fait, c'est quand même un échange commun. Il n'y a jamais un audit qui se fait si on n'est pas plusieurs à parler en même temps et à écouter en même temps. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est la capacité que l'on a d'avoir cette interaction avec l'établissement qui effectue l'audit. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont nous expliquer ce qu'ils ont mis dans leurs photos et nous, on va leur expliquer ce qu'on en a perçu. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et la qualité du système fait qu'effectivement, quand on rentre dans nos établissements derrière, on revoit peut-être des fois différemment des choses qui nous semblaient évidentes parce qu'on a redécouvert une lecture différente du même article. Et en fait, ce n'était pas tout à fait comme ça, ou on aurait pu l'interpréter différemment. Donc ça, c'est une première partie du rôle de l'expert. Et une deuxième partie, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, on est tous évalués sur le même référentiel. Privé, public, très grosse école, petite école, qu'on soit Polytechnique ou l'école de Trifouillé-Canard, on est tous sur le même système, avec des avantages et des inconvénients. Moi, je vais parler au nom de mon école. Je suis une petite école d'ingénieurs. On doit avoir des enseignants-chercheurs. On doit être intégré dans les labos de recherche. Ce n'est pas simple pour nous par rapport à une école qui est réseau national avec tout un tas de capacités. Mais en fait, on pourrait dire non, ça ne nous intéresse pas, on ne peut pas, ce n'est pas chez nous, nous, on n'est pas sur ce modèle-là. Et en fait, là, on se trompe si on a ce raisonnement-là. L'idée, ce n'est pas de dire on fait comme les autres.
L'idée, c'est de dire comment, sur un référentiel où on nous oblige à avoir des enseignants-chercheurs, on va optimiser l'intégration de ces personnes dans nos établissements pour aider nos étudiants. Qu'est-ce que ça va apporter à nos étudiants? Si c'est des heures de cours en remplacement d'intervenants extérieurs, c'est qu'on n'a pas compris l'intérêt et effectivement, ça ne passe pas. Et ça ne passera pas quand on sera évalué, parce qu'en face de nous, on va nous dire, mais vous avez des gens qui ont des compétences et vous n'en servez pas pour leurs compétences. Donc effectivement, on peut considérer que c'est compliqué quand on est un petit établissement de s'adapter aux critères des très grands établissements, ou inversement, quand on est une grande école avec beaucoup de personnes, tout administratif, pilote, logistique, etc., bah, c'est un gros paquebot, c'est plus dur à changer de côté, à virer la barre. En fait, il y a des avantages et inconvénients dans tous les systèmes, et le rôle de l'expert, c'est de comprendre en fait comment ce système va s'adapter en fonction de la taille de l'établissement. Effectivement, on n'est pas là pour être censeur, on n'est pas là pour dire c'est bien ce que vous faites ou c'est pas bien ce que vous faites. C'est dans votre méthodologie, dans votre approche, dans votre système socio-économique, vous faites de telle façon et peut-être que même par vous-même, vous pouvez trouver une méthodologie qui va vous améliorer votre façon de travailler. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant, ce rapport de pair à pair, parce un coup on est audité, un coup on est auditeur, et que c'est vraiment ça l'intérêt. Effectivement, la visite sur site est fondamentale pour ça, parce qu'en fait, on va mieux comprendre ce qui nous est expliqué. Et c'est là où je sais que dans les participants là, au webinaire, il y a quelques auditeurs qualité. Et c'est là où moi je vois la différence avec le système d'audit, notamment sur le référentiel national qualité Calliope, où effectivement l'approche n'est pas du tout la même. Et ce qui est pertinent dans cette... Après, je laisse les auditeurs Calliope présents reprendre ce que je dis, abonder et apporter des éléments, mais notamment cette auto-évaluation qui finalement scelle le démarrage effectivement de cette méthodologie de l'évaluation pour accompagner à la fois l'établissement, accompagner les parties prenantes de l'établissement et avoir une base, une photo effectivement à analyser ensemble. À la différence effectivement de l'audit Calliope où on doit passer par la preuve, la démonstration par la preuve que le process est instauré, que le process est mis en place, qu'il apporte des résultats probants. Il y a moins, j'ai envie de dire, on n'est pas là pour dire CTI c'est mieux, Calliope c'est moins bien, c'est pas le sujet, mais c'est de dire qu'effectivement l'approche n'est pas la même. Et ça me permet aussi de boucler sur l'idée d'exposer que une fois que les établissements sont effectivement ont passé l'évaluation, ont été expertisés par la CTI, et bien ça donne droit au financement au même titre que Calliope. Enfin, il n'y a pas à faire doublon, sauf si effectivement l'établissement souhaite absolument revendiquer la marque Calliope. Mais en fait, à partir du moment où l'établissement est évalué par la CTI, il est Calliope de fait. c'est ça. Et c'est là Y où... compris en formation continue. Mais c'est là où moi je me questionne parce que l'approche de l'audit n'est pas du tout la même en fait. Donc voilà, ça pose la question du positionnement de l'auditeur par rapport au positionnement de l'expert CTI. Donc voilà, c'est intéressant. En tout cas, j'aimerais bien prolonger la réflexion et voir comment améliorer justement la perception de l'audit Calliope si effectivement voilà, les méthodes pouvaient se rapprocher de celles utilisées lors de l'évaluation CTI, où on sent que dans l'évaluation CTI, il y a vraiment un travail de co-construction, alors que dans l'audit Calliope, il n'y a pas de co-construction. On ne cherche pas la co-construction. Les logiques sont effectivement différentes. Les objectifs ne sont pas les mêmes et le produit de sortie n'est pas le même non plus. Donc et puis
une agence d'assurance qualité européenne, ça n'est pas la même chose qu'une certification Calliope. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'un jugement de valeur et de Non. chercher qui est différent. Mm. On est bien sur des logiques, des objectifs et des outputs qui sont différents. Et ça s'explique ainsi. Après, on peut retrouver les mêmes personnes qui interviennent dans les différents cercles. Et c'est aussi intéressant de voir les intersections entre ces cercles. Et voilà. Et là, ça serait très formateur. Ce Alors, on fameux évoquait, REO. voilà, REO, notre petit REO, donc le référentiel. Référence et orientation. Donc, à nouveau, si vous voulez un deuxième livre de chevet après les European Standards and Guidelines, je vous conseille REO version 2026, puisqu'il est relu et vérifié chaque année. Un référentiel d'évaluation, là aussi, c'est le propre des agences d'assurance qualité de publier un référentiel qui soit transparent et accessible à tous. Effectivement, il est téléchargeable sur notre site, il est disponible. Il est disponible à la fois donc, pour les établissements, pour les experts, pour le grand public, pour les étudiants qui s'en saisissent et parfois nous interrogent directement sur telle ou telle référence. Donc, tout le monde sait le cadre de l'évaluation. Et ce cadre, on l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est le même pour tout le monde. Que l'on soit une école dite grande école réputée ou une toute petite école qui peut-être performe tout aussi bien, le cadre global va être le même. Et c'est vrai, Emmanuel, tu l'as dit, les critères vont être interprétés en fonction du contexte. On va regarder comment l'école se présente et comment cela est perçu sur des critères identiques pour tout le monde. Et vous voyez les grandes sphères d'influence de ces critères. On les classe en différentes parties. Je vous le disais tout à l'heure, une formation, elle n'est pas suspendue dans le vide. Heureusement, elle a pour objectif final d'accompagner les étudiants vers un métier. Et c'est pour ça qu'en fin de référentiel, on a tout ce qui concerne l'insertion professionnelle. Mais au démarrage, elle s'inscrit bien dans un cadre qui est celui d'une école. On a bien une stratégie, des dirigeants, des mécanismes de gouvernance qui vont rendre possible cette formation. Cette formation, et encore plus aujourd'hui dans un contexte globalisé, elle va nouer des partenariats, que ce soit des relations de proximité avec les collectivités ou des relations plus lointaines dans le cadre des relations européennes ou internationales. Elle va aussi avoir des partenariats avec des entreprises, des associations, des laboratoires de recherche qui concourent au tissu économique et qui concourent aussi à enrichir la formation et lui donner sa teinte ingénierie, sciences, technologie. Puisque cette formation, et c'est un point essentiel aussi pour la CTI, elle est adossée à la recherche. N'oublions pas que nous avons un master lorsque l'on a un titre d'ingénieur et lorsqu'on est ingénieur diplômé. Donc, on a, à travers cette évaluation, tous les champs de la formation qui sont regardés. Le cadre avec la gouvernance et le management, la formation en elle-même avec les ancrages, les partenariats, l'adossement à la recherche dans le cadre de la formation. Et ensuite, ce sont nos étudiants qui vivent ce parcours de formation, donc il est indispensable d'aller regarder ce qu'il se passe côté étudiant, de leur recrutement jusqu'à leur diplomation. Qu'est-ce qu'on obtient à la fin, ou du moins qu'obtiennent nos écoles à la fin, quel est le résultat de tout ça? On l'a dit, donc, il va y avoir un rapport d'évaluation et un rapport publié. Au-delà de ça, cette évaluation pour les écoles françaises est utilisée par le ministère pour l'accréditation. Jusqu'à présent, l'avis de la CTI est systématiquement suivi par le MSR. Donc, si on va dire oui pour une évaluation, le ministère va généralement accorder l'accréditation sur cette base et ça peut être une accréditation pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être 6 à l'avenir. En tout cas, on va proposer une durée et en règle générale, le ministère va suivre cette durée. Jusqu'à présent, en tout cas, c'est le cas. Il pourrait très bien ne pas le faire, mais à ce jour, les évaluations constituent bien la base de l'accréditation par le ministère. Je l'évoquais, toutes nos écoles françaises obtiennent, et là, à l'exception vraiment de rares cas, le label EURACE, qui est un label délivré au niveau international et qui concerne les ingénieurs européens, et sur demande, en revanche, le label Sequint ou le European Degree Label.
Pour les écoles étrangères, rappelez-vous, l'évaluation n'est pas systématique. Ce sont elles qui choisissent de venir voir la CTI pour demander une évaluation. Alors, à quoi ça sert une évaluation par la CTI à l'étranger? Premier cas, ça peut servir à une admission par l'État. Donc ça, c'est un mécanisme qui est codifié et qui est diplomatique. Il s'agit d'un échange entre deux États, l'État français et un homologue. Alors, ça peut être le ministère au Liban, au Vietnam, en Chine, peu importe, qui convient de ce que la CTI va aller évaluer une formation. Et si cette formation est bien évaluée sur le référentiel RO, donc imaginez-vous la CTI et ses experts en train d'évaluer en Chine, au Vietnam, au Cameroun, avec ce référentiel. Et si les critères sont respectés et sous réserve des adaptations au contexte national, va pouvoir demander l'admission par l'État, donc considérer que la formation qui est délivrée à l'étranger est équivalente à celle d'un diplôme d'ingénieur en France. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est la procédure de labellisation. On a des établissements qui viennent nous voir et qui nous disent nous, on est déjà évalué chez nous par notre agence ou par notre ministère lorsqu'il n'y a pas d'agence, mais on aimerait bien postuler pour avoir le label EURES. Et ça, la CTI, comme d'autres agences, peut le délivrer. Donc, on répond à la demande des établissements qui sollicitent une évaluation dans le cadre du label EURES. Et c'est ce que j'évoquais tout au début, ce cheminement, ces différentes étapes, certes, aboutissent à un résultat très précis, finalement un tampon sur un document, pour être très, très matérialiste, mais c'est aussi par ce cheminement une logique de formation, de diffusion de la culture de l'assurance qualité, d'amélioration continue, interne et externe. Donc ça pose effectivement le sujet des équivalences. Et merci Solange pour ce point, notamment concernant les écoles étrangères et les correspondances possibles avec d'autres titres en dehors, notamment aussi de l'Union européenne. Là, je prends ma casquette, effectivement, experte certification France Compétences, et ce qui nous permettra effectivement de flécher un parcours certifiant qui sera en correspondance hors Europe. Donc, un tips à partager lorsqu'on est en rédaction de dossiers de certification. Et notamment, on s'était intéressés tous les trois à ce que permet finalement l'agence de la CTI, comme quoi elle peut pas être comparable en tout cas. Il existe aujourd'hui sur le territoire français beaucoup d'organes de régulation, d'organes de gouvernance, des systèmes formation, des systèmes de l'enseignement. Au regard d'un précédent événement pour la communauté Performa, il nous avait été fait la remarque, mais voilà, en France on dispose de beaucoup d'instances, mais comment s'y retrouver au sein de toutes ces instances. Et notamment on avait évoqué le COFRAC. En quoi, effectivement, pourquoi la CTI, pourquoi le COFRAC, et finalement, l'HCERS devant disparaître, est-ce qu'il y a une véritable importance à conserver ces agences? Est-ce qu'une seule et même agence pourrait finalement servir l'ensemble des intérêts pour le système de l'éducation et de la formation? Donc on voulait vous proposer cette slide pour réfléchir justement à l'importance de la CTI et comme quoi elle ne peut pas ni comparer, ni concurrencer, et plutôt plébisciter pour le coup. Alors, on peut regarder le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. Et ici, on pourra avoir des discours très différents. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est on a entendu beaucoup de choses au moment du débat sur la suppression du HCERES,
et ça aurait été certainement très dommageable d'arriver à la suppression d'une agence d'assurance qualité. Donc, c'est très bien que le HCRS ait pu être maintenu. Ça a généré en tout cas tout un débat politique et beaucoup de bruit autour des agences, de leur rôle, de leur complémentarité, de leur aspect concurrentiel. Et ce n'est pas dans cette optique-là que la CTI inscrit son action. La CTI inscrit son action dans une logique d'ancienneté, une vieille dame depuis 1934, dans une logique métier, une spécificité liée au titre d'ingénieur et à des formations et des écoles bien spécifiques, et l'équité, dans le sens où on l'a déjà dit, la CTI intervient pour toutes les écoles d'ingénieurs, quelle que soit leur structure, leur taille, leur localisation, leur nature, etc. Et ça, c'est un point sur lequel la CTI appuie et fait entendre sa voix dans un contexte, encore une fois, d'un débat politique qui a fait apparaître certaines craintes pour l'indépendance de la CTI, et puis également, vous avez peut-être entendu parler du projet de loi sur la régulation de l'enseignement supérieur privé. Bien évidemment, la CTI est favorable à la régulation de l'enseignement supérieur privé, mais attention, pas à n'importe quelle condition, pas en supprimant ce qui fonctionne déjà. Et nous sommes particulièrement vigilants concernant ce projet de loi au maintien des missions de la CTI et au maintien aussi des prérogatives des écoles, puisque le risque est qu'un seul acteur ait l'ensemble des pouvoirs. Cela ne nous semble pas sécurisant, et cela également présente un risque par rapport à la diversité des écoles qui ne seraient pas forcément comprises dans leur singularité. Donc, ce sont des éléments sur lesquels nous sommes très vigilants. Il est normal que les écoles aient des attentes vis-à-vis de la CTI. Il est normal que ces attentes soient également très variables et diversifiées, et on fait au mieux pour y répondre avec les moyens qui sont les nôtres. On essaie de faire preuve d'agilité, et aujourd'hui, on espère que ce cadre qui fonctionne bien, puisque si on regarde les écoles d'ingénieurs, ce n'est pas là où il y a des difficultés ou les écueils qui ont pu être dénoncés dans certains ouvrages à succès qui ont été largement médiatisés. Nos écoles d'ingénieurs ne font pas partie de ces cas critiques, et ça se passe plutôt bien. Pour autant, les écoles d'ingénieurs aussi sont confrontées à des difficultés, on le voit. Que ce soit la diminution, évidemment, hein, la diminution démographique, ça toutes les écoles, mais en tout cas, des difficultés en termes d'attractivité, c'est certain. On a vu les sciences, l'ingénierie reculer et être moins attractifs. On voit aussi un monde plein d'incertitudes au niveau géopolitique, au niveau économique, au niveau stratégique, qui impose à nos écoles de redéfinir leur stratégie, leur partenariat, leurs orientations. Il y a quelques années, il était question de piratage, de cybersécurité. Aujourd'hui, on est sur quelles énergies pour demain, et encore plus avec la crise énergétique actuelle. Toutes ces questions-là viennent percuter l'action de nos écoles d'ingénieurs, qui se retrouvent bien au premier plan de ces questionnements. Et il en va également des ingénieurs que nous formons et qui seront appelés demain à être les acteurs du monde économique dans lequel nous vivons tous. Donc, vous comprenez bien que ces enjeux sont loin d'être mineurs, et on voit bien la responsabilité qui est la nôtre en tant que CTI, certes, en tant également qu'experts, qu'enseignants, qu'intervenants dans les écoles d'ingénieurs. J'ai évoqué le contexte tendu, il est pour tout le monde, que l'on soit citoyen, que l'on soit établissement, que l'on soit agence d'assurance qualité. Et encore une fois, notre rôle, c'est d'être à la fois vigilant sur ces évolutions, mais d'en être aussi acteur. Et c'est la raison pour laquelle la CTI, encore une fois, intervient dans les réseaux. On intervient, et aujourd'hui, deux actualités nous attendent dans les semaines et les mois à venir, si on regarde cette fois-ci purement le domaine enseignement supérieur. Les European Standards and Guidelines vont être révisés. Donc, vous retrouverez une nouvelle version des European Standards and Guidelines en 2027, donc d'ici quelques mois,
avec quelques modifications sur lesquelles la France avait notamment appuyé. Je vous donne un exemple, la participation, une plus grande place de la recherche dans les ESG. On n'est pas encore complètement à un adossement comme on l'espérait, mais voilà, on a gagné quelques places sur cette question-là. Et puis, deuxième champ d'action dans lequel la CTI est particulièrement active, c'est le European Degree Label et le European Degree in Engineering. Le label va être officiellement lancé par la Commission fin mai, donc on est le mi-mai et d'ici fin mai, le label sera opérationnel. La CTI est prête à le déployer et on commencera dans la foulée avant même l'été, en espérant que cela fonctionne. Et le European Degree in Engineering fait partie également des priorités de la Commission européenne avec le plan européen pour les STEAM et ce European Degree qui est annoncé là sur lequel nous allons être également en première position pour répondre aux attentes des établissements et continuer cette inscription dans un contexte européen et international. Donc une actualité assez fournie. On ne s'ennuie pas. Écoutez, on arrive sur la quasi-fin de notre webinaire. Il est temps de vous écouter, de vous entendre sur votre positionnement, vous, par rapport à la CTI, et vous qui êtes avec nous aujourd'hui en webinaire. On a eu la chance d'entendre Hervé Ribaud tout à l'heure, donc expert CTI. Je voulais vous laisser prendre la parole pour pouvoir prolonger les échanges avec Solange, Emmanuel, savoir si vous aviez des questions précises qui portent soit sur les actualités à venir, soit sur le référentiel ou toute autre chose. N'hésitez pas. Comme on dit, la parole est à vous. Hervé, allez, on continue. Non, mais moi, je vous remercie vraiment pour ce type de webinaire. Moi, chez Safran et avant chez Valeos, en fait, notre préoccupation, c'est de voir les écoles d'ingénieurs faire évoluer leur programme de formation en fonction des besoins opérationnels de l'industrie. Donc moi, c'est pour ça que je suis vraiment intéressé pour avoir une participation active avec vous, pour pouvoir, moi, vous remonter ce que moi, je peux observer sur le terrain. On a parlé du terrain des écoles, mais il y a également le terrain de l'entreprise. Et je suis vraiment convaincu que les écoles et les entreprises doivent collaborer ensemble pour qu'au final, on ait un pays qui soit plus compétitif. Donc, je n'avais pas de grandes attentes par rapport à ce webinaire, mais je trouvais intéressant. Voilà, donc, je vous remercie. Merci. Je vous remercie et ça permet aussi d'évoquer une question qu'on n'a peut-être pas évoquée, qui est également celle des enjeux de souveraineté, de compétitivité, de réindustrialisation. Oui, exactement. C'est également un point de vigilance, c'est un point qu'on aborde régulièrement avec les écoles, que l'on regarde la situation nationale ou que l'on regarde la situation internationale. Le rôle des écoles d'ingénieurs ne fait aucun doute et la CTI également essaye de se positionner sur cette question. On essaie également d'alerter les pouvoirs publics sur cette question, dont ils en ont bien conscience, mais vous avez raison, la clé est certainement, et c'est comme ça qu'on le voit, dans le partenariat école, monde socio-économique, entreprise ou quelle que soit leur forme, et on y attache une grande importance à la CTI, ça fait partie de notre ADN et ça fait partie aussi des éléments stratégiques que nous projetons à travers les écoles, à travers les experts et à travers nos interventions dans les réseaux internationaux. Je voulais juste ajouter par rapport à ça, effectivement, dans les audits,
il y a une part importante laissée aux partenaires socio-économiques des établissements pour comprendre comment l'établissement évolue par rapport aux attendus, par rapport aux évolutions demandées par les partenaires socio-économiques, entreprises, collectivités territoriales. Voilà. Une école s'inscrit dans un espace et elle n'est pas toute seule au monde. Ça a été dit par Solange au départ. Effectivement, c'est très important que vous dites, Hervé Ribaud, c'est qu'il faut impérativement que l'école soit en capacité d'échanger permanent avec les employeurs et avec les attendus qui vont avoir lieu dans le système socio-économique. Et c'est ce qui Ok, se ouais. voit quand on est en renouvellement, en renouvellement de titres, hein, de toute façon, pour redéposer effectivement les titres d'ingénieur, donc équivalent master, auprès de France Compétences. De toute façon, la question de l'adaptation et de l'adéquation des compétences attendues sur le marché, si effectivement ces partenariats n'ont pas été noués au préalable, c'est pas au moment de la révision des référentiels de compétences qu'on obtiendra quelque chose qui sera une photo exacte des attendus à l'échelle nationale ou internationale. Donc c'est le mot d'ordre de chaque environnement de formation que de ne pas décorréler l'objet pédagogique avec l'objet compétence. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Apparemment non. Donc je vais simplement vous présenter l'actualité rapidement donc de la communauté Performa pour prolonger justement les échanges et les réflexions sur notre système formation. C'est notamment à l'occasion des journées Performa qui se tiendront donc les 18 et 19 juin prochains. Donc 2 journées dédiées aux acteurs de la formation, donc à la fois directeur d'école, directeur de CFA, responsable pédagogique, consultant, formateur, auditeur, expert, évaluation audit. Nous nous rencontrons donc sur 2 journées pour évoquer donc tous les sujets qui font notre actualité, donc sur les 5 thématiques qui nous tiennent à cœur, donc la réglementation. On parlera de toutes les évolutions réglementaires, donc à la fois des certifications professionnelles, mais aussi des référentiels qualité, notamment Calliope. On parlera également développement des compétences et donc tous les objets permettant aux bénéficiaires d'acquérir, maintenir ou acquérir, de développer de nouvelles compétences, que ce soit par la voie du CFA, de la VAE ou du bilan de compétences. Et d'ailleurs, pour la VAE, on reparlera des titres d'ingénieur et de la complexité que ça peut être que de passer, effectivement, de faire reconnaître les compétences acquises par la VAE. Emmanuel nous en parlera plus précisément à cette occasion. On abordera aussi donc le champ pédagogique avec donc un atelier dédié à l'expérience apprenante et à la notion d'engagement et d'accompagnement motivationnel des apprenants. On parlera bien sûr transition écologique, numérique et prise en compte alors de l'ESG, mais de l'ESG sous l'aspect inclusion, développement durable par rapport aux politiques entreprises, comité exécutif. Et enfin, un atelier dédié à la présentation de nouvelles technologies digitales pour permettre à nous, en tant qu'acteurs, de devenir des professionnels augmentés. Donc voilà, donc ça me permet de vous convier à ces journées. Vous avez le lien d'accès au formulaire d'inscription. Vous retrouverez également les informations sur le LinkedIn de Performa, donc n'hésitez pas à faire un tour. Et sinon, simplement vous dire qu'on a deux moments forts au cours de l'année, donc tous les ans en janvier et en juin. Donc le moment fort 18 et 19 juin. Sinon, on se retrouvera tout au long de l'année
pour différents événements, que ce soit des masterclass, d'autres webinaires comme celui-ci, avec voilà, d'autres invités d'exception pour aborder les autres thématiques. Et donc ce qui me permet de vous inviter également à suivre la page Performa donc de LinkedIn. Pour finir enfin, donc ce webinaire, vous retrouverez le replay sur notre chaîne YouTube Performa, donc vous avez les coordonnées ici. Et le support qui a été projeté vous sera remis également par mail, puisqu'en vous inscrivant donc, sur LinkedIn, vous avez pu communiquer vos adresses. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie grandement. Merci à tous les deux, Solange et Emmanuel. Ça a été intéressant. Je sais qu'on a plein d'autres sujets à évoquer, mais ça sera l'occasion d'autres webinaires, et puis notamment lors des ateliers du mois de juin. Et voilà, on croise les doigts pour la fin de l'année pour Solange, que voilà, le rythme ne soit pas trop prégnant. On fait ça. Et puis Emmanuel, on se voit aussi bientôt voilà, pour d'autres retours terrain en tant qu'expert CTI. À bientôt, merci. Merci Merci beaucoup à pour vous. tout. Merci et bonne journée. Bonne journée. À tous.